Bonjour et bienvenue sur landernonewstv.fr. Vous l'attendiez depuis quelques jours, et bien voilà, le premier numéro du grand format est en ligne. Un magazine qui traitera de l'actualité politique, sportive, culturelle, économique, sociale, environnementale du pays de Landerneau-Daoulas et que nous aurons régulièrement l'occasion de vous présenter. Pour ce premier numéro du grand format, je vous propose tout de suite de découvrir en images les 4 sujets que nous avons retenus. Tout d'abord, nous irons à la rencontre d'un jeune cycliste originaire de La Roche-Maurice, Maxime Cam, qui vient tout juste de signer sa première licence professionnelle et qui nous dit tout de ses attentes et de ses ambitions. Direction ensuite Saint-Urbain, où nous avons rencontré au sein de l'association Café Jardin des jardiniers amateurs qui cultivent au bio. Troisième rendez-vous, direction le club d'agility de Landerneau sur la zone de Saint-Ernel avec Jean-Luc Madec et son fidèle compagnon à 4 pattes Souchen qui sont tout récemment devenus champions de Bretagne de ring. Et pour terminer ce premier numéro du grand format, une page d'histoire avec celle des réfractaires et des maquisards. Qui étaient-ils durant la Seconde Guerre mondiale? C'est ce que Paul Beignet, leur président national de l'hôpital Canfroute, nous racontera. Voilà, premier rendez-vous donc de ce grand format, c'est tout de suite. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité et à très bientôt pour un second numéro. Maxime Cam, bonjour, tu es cycliste, tu es originaire de la région, mais est-ce que tu peux nous brosser un petit peu ta carte d'identité pour les gens qui ne te connaissent pas forcément? Ouais, donc moi c'est Maxime Cam, j'ai 22 ans, j'habite à La Roche-Maurice, je fais du vélo depuis 99 et j'ai signé ma première licence en 2000 à la Landivisienne cycliste. Donc je suis resté à Landivisio jusqu'en cadet. Après je suis allé à Saint-Brieuc de junior, junior 1, junior 2, espoir 1, espoir 2. Et j'ai signé l'année dernière du coup Bic 2000. Et c'est donc ma deuxième année au Bic 2000. Et je vais passer pro à Bretagne séchée. La très bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir professionnel. Alors comment c'est réalisé, tu as franchi cette étape? Depuis l'année dernière, j'ai bien progressé. Du coup, en signant Bic 2000, on fait des courses de haut niveau. Et puis, donc cette année j'avais décidé de faire que du vélo, donc me consacrer à 100% à ça. Et donc le début de saison était pas trop mal, mais ça me permettait quand même pas de franchir le cap. Et puis donc à partir du mois de juin à peu près, j'ai commencé à vraiment bien marcher. Et ouais, je me suis pas arrêté jusqu'à présent, donc les résultats ont payé. Et puis voilà, j'ai décroché mon contrat. On va revenir un petit peu sur la saison sportive. La dernière victoire d'importance que tu as acquise, c'était le Grand Prix de Plouay. Ouais, c'est ça. Ouais, le Grand Prix de Plouay, ouais, c'est une course de renom. Et puis en plus, il y a les pros qui courent sur le même circuit, enfin quasiment le même circuit, le même week-end. Donc ça amène beaucoup de monde et ouais, donc c'est super bien de gagner là-bas. Dans le jargon du cyclisme, on dit que tu es un puncher. Alors un puncher, un petit peu à l'image d'un certain Thomas Vauclair, c'est quoi exactement un puncher? Un puncher, c'est un mec qui va assez vite sur une courte distance, on va dire. Par exemple, dans le dernier tour, c'est quelqu'un qui peut réussir à sortir tout seul et à creuser un écart assez conséquent. Aller plus vite que le peloton, et puis qui dans un petit groupe d'échappés va assez vite au sprint. Moi, je suis pas un grand rouleur, je suis pas un grand sprinter, je suis pas un grand rappeur, alors on dit que je suis un puncher plutôt. Quels seront tes objectifs pour la première saison pro? Déjà essayer de m'adapter au mieux possible au niveau, puisque c'est pas les mêmes courses, c'est pas la même façon de courir. Donc dans un premier temps prendre mes marques et puis j'espère quand même pouvoir faire quelques résultats, ça serait quand même encourageant. Il y a combien de cyclistes professionnels dans le Finistère?
dans le Finistère. Alors on connaît Thierry Kemener. Ouais, il commence à y en avoir quelques-uns. Donc il y a Laurent Pichon, il y a Florian Guillou, il y a Jean-Marc Bidot. Il va y avoir peut-être Romain Leroux aussi. Il y a moi maintenant. Ouais, il commence à y avoir quelques-uns. Alors la Bretagne et le Finistère, une vraie terre de cyclisme. Ben ouais, ce qu'on dit avec les copains, on pourrait presque faire un championnat de Bretagne pro maintenant, quoi. Alors est-ce que vous avez des contacts entre justement les pros, toi qui vas arriver dans ce milieu, est-ce que tu as des contacts avec ceux qui sont déjà professionnels? Ouais, bah là j'ai la chance de rouler avec Florian Guillou et Laurent Pichon qui habitent dans le coin, donc j'ai roulé avec eux toute l'année dernière et puis cette année. Donc ouais, ça permet de faire connaissance et puis... Alors tu essaies de prendre des petits renseignements, des petits trucs comme on dit, ils t'apportent des petites choses, ils te conseillent déjà sur les erreurs peut-être à ne pas faire dès ces premiers tours de roue. C'est sûr, et puis bah, voilà, ils étaient amateurs aussi avant, donc ils savent comment c'est, et puis ouais, ils m'aident en me donnant des conseils pour passer à l'échelon supérieur. La charge de l'entraînement sera beaucoup plus conséquente à partir d'aujourd'hui finalement? Ouais, bah là j'étais environ à 15-20 heures de vélo par semaine. Après c'est vrai que j'ai pas d'entraîneur. Là j'aurai un entraîneur l'année prochaine à Bretagne et puis bah, je pense que c'est la façon de gérer l'approche des courses parce qu'il pourra se passer plus de week-ends sans course. Et donc il faudra compenser par un entraînement un peu plus intensif. Et bon, je leur ferai confiance et je pense qu'ils sauront quoi faire. Au niveau de la diététique, alors peut-être qu'on ne fait pas trop attention quand on est amateur, mais là maintenant j'imagine que tout ce qui est menu sera assez pointilleux. Ouais, si, je fais quand même attention à ce que je mange. C'est vrai que ça pardonne pas, on voit 1 ou 2 kilos. On le sent vite dans les bosses et après c'est vrai que des fois quand on est en déplacement on n'a pas totalement le choix, mais bon, quand on est à la maison on essaye de faire attention et puis, mais c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux. On va revenir un petit peu sur le passé, toi qui as un œil nouveau maintenant sur la nouvelle génération cycliste, les affaires qui ont empoisonné le cyclisme il y a une quinzaine d'années, notamment les affaires liées au dopage. Est-ce que pour toi tout cela a été éradiqué et le cyclisme maintenant s'est donné une nouvelle virginité? Je pense que ouais, c'est quand même beaucoup plus propre et sûrement beaucoup moins organisé qu'auparavant. Maintenant, je pense que il y a peut-être toujours des tricheurs, mais bon, ça, il y en aura toujours comme partout. Mais on a bien vu avec le Tour de France qu'ont fait les Français cette année qu'il y a quand même... Au niveau international, ça s'est assaini? Ouais, c'est quand même beaucoup plus propre et puis je pense que il y a moyen de faire sa place maintenant, quoi. Justement, on parle du Tour de France. Toi, néo-professionnel, tu rêves déjà d'arriver sur la grande boucle? Ouais, c'est sûr que c'est la course quand même. Ce serait l'apothéose d'une carrière de au moins courir un Tour de France? Après, ouais, quand on court, essayer de faire du mieux possible aussi. C'est pas le tout de courir, mais n'importe qui connaît pas grand chose de vélo te demande si tu vas faire le Tour de France. C'est vrai que c'est la référence, quoi. C'est reconnu par tout le monde. Il faudra beaucoup de travail, de persévérance, d'abnégation pour être qualifié finalement pour un Tour de France. Ça se fait pas du jour au lendemain. Faut briller avant sur des courses inférieures et puis progresser, quoi. Est-ce que tu as un exemple de cycliste sur lequel tu t'es calqué il y a quelques années ou que tu adores finalement? Oh non, pas forcément. Après, non, je prends un petit peu à droite à gauche des exemples sur des coureurs, mais non, j'ai pas vraiment d'idole ou de quoi que ce soit, non. Maxime, tu disais tout à l'heure que maintenant la charge de travail, d'entraînement va être beaucoup plus conséquente, mais tu vas tout de même continuer à venir t'entraîner avec un groupe de cyclistes amateurs de Landerneau, le mercredi après-midi notamment, qui s'appelle les Amis du Mercredi. Ouais, après je pense que je ferai bien un petit tour de temps en temps.
ouais, c'est quand même beaucoup plus agréable de rouler en groupe quand on fait des longues sorties de 4 heures ou 5 heures. Cet hiver, souvent je rallongeais avant ou après, ou des fois même les deux. Donc ouais, ça permet de se vider un peu la tête et de décompresser. Donc ouais, je pense que j'aurai l'occasion encore de venir faire quelques tours de pédale avec eux. Ton petit frère, Florian, est un coureur aussi qui évolue à l'Étoile cycliste de Landerneau. On lui apporte quelques petits conseils, tu le suis, tu le conseilles? Ouais, je le conseille. C'est vrai que il a commencé pas en même temps que moi, mais quasiment. Et ouais, je le suis, je l'encourage. Et puis bon, c'est pas toujours facile. L'année dernière, il avait eu un problème de genou. Du coup, il n'avait pas pu faire de vélo de l'année. Et mentalement, ça avait été très dur pour lui. Et bon, on a trouvé d'où ça venait. Il s'est fait opérer du genou. Et donc cette année, il a pu reprendre. Il a signé donc à Landerneau. Et il a vraiment bien marché pour une reprise. Il est passé de 3e catégorie à première catégorie dans l'année. C'est vraiment bien ce qu'il a fait. Maintenant, ouais, je pense qu'il va pas s'en arrêter là. Et ouais, j'espère lui montrer l'exemple. Et le retrouver un jour dans le sillage du grand frère? Ouais, maintenant. Tous les deux dans une équipe peut-être professionnelle? Ah ouais, c'est sûr, ça serait top. Hein. Ça serait le rêve? Ouais, moi c'est pas gagné. Il faut que je continue à bosser pour y rester maintenant. Et puis lui, il faut qu'il continue à progresser pour pouvoir passer le cap, quoi. Si on devait te souhaiter quelque chose, ça serait quoi? Une bonne saison, une bonne carrière peut-être même. Jardiner est l'un des loisirs préférés des Français. C'est même devenu une vraie tendance depuis quelques années et à Saint-Urbain, une association s'est créée pour réunir les amoureux du potager et ils sont de plus en plus nombreux à se rendre aux séances mensuelles pour échanger petits conseils et petits trucs de nos ancêtres afin de cultiver et de récolter de beaux légumes et de très beaux fruits. Alors l'association Café Jardin s'est constituée en association depuis octobre 2012 et puis donc maintenant avec aussi le nombre d'adhérents qui ne cesse de croître puisque il y a des adhérents de toutes les communes, enfin de différentes communes de la communauté de communes de Landerneau d'Aoulas et même au-delà. On a des adhérents sur une trentaine de communes de la communauté de communes et au-delà. L'association trace son sillon avec pour seule graine à l'esprit celle d'un jardinage au naturel et surtout sans produits chimiques. Une manière aussi de renouer avec le passé tout en prônant un environnement propre. Le but de l'association, c'est de permettre des rencontres autour de différents thèmes de jardinage, mais avec l'optique quand même jardiner au naturel. Une charte appliquée à la lettre par les adhérents qui ensuite organisent des après-midi à thème pour partager des recettes et préparer des petits menus aussi variés que gustatifs issus de leur récolte où dans les paniers se côtoient carottes, concombres, courgettes, fraises, pommes de terre, haricots verts, framboises, pommes et autres poires et compagnie. Que quand vous faites un bocal, vous pouvez mélanger plusieurs légumes. Imaginez un petit peu, ça aura un petit côté acidulé comme la choucroute. Vous pouvez mélanger plusieurs légumes. Et après, vous verrez en fonction de vos goûts, vous affinerez. Peut-être que la première fois, vous trouvez que bosse, peut-être qu'on pourrait ajouter différentes choses. Il y a des gens qui aiment qu'un seul légume, il y en a qui aiment le mélange. Après c'est votre expérience personnelle.
Lui, son petit nom, c'est Chouchen, un berger belge tervuren de 6 ans. Il est depuis quelques jours le tout nouveau champion de Bretagne d'agility dans la catégorie ring, un titre qu'il partage avec son maître Jean-Michel Morvan et son homme assistant, en quelque sorte son entraîneur, Lionel Madec. Tous les trois font ainsi la fierté du club canin landernais de la présidente Catherine Michaud. L'agility est un sport canin encore trop souvent méconnu du grand public, dans lequel le chien évolue sur un parcours d'obstacles sous la conduite de son maître. Pratiqué sous la forme d'un jeu, il n'en a pas moins besoin de grandes qualités physiques que chez l'animal. Et l'une des clés principales de la réussite sportive réside dans le collectif. Le maître doit être déjà passionné et puis arriver à ce niveau, quand même avoir certaines compétences et avoir surtout une grosse complicité avec son chien. Et en ring, c'est un petit peu différent parce que là, on doit s'entourer d'une bonne équipe et aussi avoir un bon homme assistant. Car sans homme assistant qui fait quand même une grosse partie du travail, on n'en serait pas à ce niveau-là. Et cette truffe à poil d'une gentillesse exemplaire est un véritable athlète qui a débuté sa carrière très tôt par de l'éducation avant d'accroître doucement sa charge d'entraînement pour devenir aujourd'hui le beau champion qu'il est. Qui a commencé donc l'éducation et le ring à l'âge de 3 mois. Donc là actuellement nous sommes à 2 entraînements dans la semaine plus le dimanche. Et pour son propriétaire, le choix de cette discipline s'est réalisé tout naturellement par le biais de sa passion pour les chiens. C'était il y a déjà plus de 35 ans. Disons que j'ai commencé en éducation le dimanche matin, puisque j'ai commencé le chien dans les années 78, d'ailleurs ici à Landerneau. Et après, j'ai connu cette discipline, ça m'a bien plu. Et depuis, j'ai été passionné et puis j'ai continué. Donc là, j'en suis à mon 5e chien. Au niveau 3 et là donc en 2007 j'ai aussi été champion de Bretagne donc à la Martyre avec Sampion. Et pour ceux qui voudraient se lancer dans cette discipline, il faut qu'ils sachent que toutes les races de chiens ne peuvent pratiquer le ring. Les chiens les plus présents en ring sont les malinois, à une grosse majorité, je vais dire, aller de 80%. Après, vous avez des bergers belges tervuren, vous avez quelques bergers allemands aussi. Et autrement, de temps en temps, on voit des bosserons et puis des bouviers. Et peut-être bien que déjà Chouchen se rêve en champion de France. Oui, mais enfin là, il y a encore du travail, on n'en est pas là pour l'instant. On se contente déjà de pouvoir participer au sélectif. Et puis après, l'avenir nous le dira. En tous les cas, quel que soit le futur parcours de Chouchen dans les compétitions régionales et nationales, il fait déjà les beaux jours du club canin landernais de la présidente Catherine Michaud qui nous présente plus en détail son association. Alors ici au club canin, vous avez l'éducation, où il y a on est au moins 140 adhérents. En éducation, tous les dimanches matins, il y a au moins 60 personnes qui viennent en éducation. On a 5 cours, vous avez du pistage, donc ça c'est plus à l'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on peut faire au niveau du club, c'est dans les champs. Vous avez le ring, que vous allez voir ce soir. Vous avez de l'agility, donc l'agility c'est les parcours que vous pouvez voir ici. Donc c'est les chiens qui courent, qui montent sur les passerelles, qui font des slaloms. Donc c'est un peu plus compliqué l'agility parce que vous n'avez pas le droit du tout de toucher votre chien pendant le parcours. Vous caressez au début et à la fin, mais pas sur le parcours. Et vous avez l'obéissance. Donc l'obéissance, c'est vraiment une discipline à part. C'est pas de l'éducation. C'est un rapport avec le chien. Le chien doit travailler joyeusement, mais doit vous faire les exercices toujours dans la bonne humeur. Son passé est appelé à le revivre. La route des réfractaires et maquisards que nous venons d'inaugurer est un symbole. Elle rappellera
au camp Froutoy, il y a tous ceux qui verront la plaque, que des réfractaires ont vécu dans les bois. Les réfractaires et les maquisards ont vécu dans les bois. Et où mène cette route? Au bois du Gard. C'est donc un élément de plus pour l'hôpital Camp-Froude dans sa panoplie en ce qui concerne le devoir de mémoire. Ceci me donne aussi l'occasion de vous parler des réfractaires. Il m'est souvent dit, lorsqu'on parle des réfractaires et maquisards, on connaît, réfractaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, rappelons-nous un petit peu de l'histoire. En 1941, la gourmandise territoriale d'Hitler fait qu'il fait occuper par cette troupe environ 11 ou 12 pays. En plus, il vient de rompre le pacte de non-agression qui le liait à l'URSS et qu'il avait signé avec le leader communiste Joseph Staline. Il vient de rompre dans l'idée qu'en attaquant la Russie, dans quelques jours, ça allait être la Russie, l'URSS allait être sous le contrôle nazi. En fait, il n'en fut rien et les pertes d'hommes ont été importantes, ce qui fait qu'il a dû mobiliser parmi les troupes pour l'occupation des 11 ou 12 pays et le front russe où les pertes étaient énormes. Il a dû mobiliser les ouvriers qui travaillaient dans les usines de guerre allemandes et qui fabriquaient bien sûr ce qu'il fallait aux troupes en matière de munitions, de matériel et de tout ce qu'il leur faut. Et il s'est donc trouvé à court d'ouvriers et c'est là que, en accord avec le sinistre duo Laval-Pétain, c'est là qu'ils ont décidé la création du service du travail obligatoire, le STO. Alors ils ont commencé par appeler les jeunes français de la classe 1942, 43 et 44 ont suivi. Environ 600 000 jeunes ont refusé de travailler pour l'effort de guerre allemand. Ceci est important. Ceci est important. Bon, mais en refusant, bien sûr, ils étaient en grand danger parce que d'abord, ils étaient fichés. On les connaissait. La préfecture avait leur nom, leur liste, leur adresse. Ce qui fait qu'ils ont dû tous quitter leur lieu de résidence, en général même quitter leur département pour aller vivre en hors-la-loi ailleurs que chez eux. Et je dis bien hors-la-loi parce qu'ils vivaient sous une fausse identité, sans salaire, sans titre de rationnement, ce qui était important à l'époque parce qu'on ne pouvait rien acheter sans ces, comme on disait à l'époque, sans ces tickets. Et en plus, ils étaient constamment en danger. Et ils mettaient également en danger leur famille et surtout ceux qui les aidaient, ceux qui les logeaient, ceux qui les nourrissaient. Les dangers étaient énormes. Et bien ça a duré jusqu'à la libération. Et nous devons quand même nous demander où nous serions actuellement si seulement une grosse partie de ces 600 000 jeunes avaient accepté de travailler pour l'effort de guerre allemand.